Bonjour à tous. Michael Mallet, donc délégué général de ROAM. Je vais parler pour l'association des assureurs mutualistes et ROAM. Donc bonjour à tous. Vous retrouverez cette vidéo en replay, mais je vais surtout parler pour ceux qui sont déjà présents et en ligne. Permettez-moi de vous présenter l'AAM. Donc l'AAM a été créée le 18 mai 2016. C'est l'association des assureurs mutualistes qui regroupe les mutuelles d'assurance, également réunies au sein de la FFA, la Fédération française de l'assurance. Elle promeut les spécificités mutualistes de ses 36 adhérents, qui représentent 110 sociétés. Ses principales missions consistent à promouvoir les valeurs mutualistes de solidarité, proximité et démocratie. La gouvernance mutualiste, elle est unique, fondée sur le principe d'une personne égale une voix. Leurs instances sont constituées de personnes élues parmi les sociétaires. Alors, les mutuelles d'assurance représentées au sein de l'AM sont toutes de taille modeste pour certaines ou de grands acteurs au niveau national, voire pour certaines d'envergure européenne. Cette diversité est très représentative des entreprises mutualistes qui y sont très attachées, car cette diversité fait vivre à divers niveaux vers leurs sociétaires les valeurs dont elles se revendiquent. Elles représentent près de 80 000 salariés, 56,6, soyons précis, du marché de l'assurance automobile en France. Et l'AM défend et représente et coordonne l'action des membres en France ainsi que dans l'Union européenne. Enfin, elle développe des synergies entre ses membres en proposant des outils d'information et d'action communs à tous en matière de gouvernance ou de formation des élus mutualistes, et on en a la preuve ce soir. Voilà, donc ça aurait été le discours de Cornelia Federkel, la secrétaire générale de l'AM. Et en ce qui concerne ROAM, ROAM existe depuis 1855. Elle regroupe une soixantaine de sociétés d'assurance sur l'ensemble des codes et historiquement des sociétés d'assurance mutuelle. ROAM aide ses membres à résoudre leurs problématiques également et répond à leurs questions lors de groupes de travail où de nombreux thèmes y sont abordés, le droit, la fiscalité, la réassurance, les RH, la com, etc. Et il y a une veille juridique également à l'ensemble de ses adhérents pour répondre à toutes les questions techniques. Le secteur de l'assurance doit trouver l'énergie et le courage de se transformer pour affronter tous les enjeux. Voilà ce qu'on essaie de faire à ROAM. J'ai essayé de faire le plus court possible parce que nous sommes avec Hélène Canol et Mathieu Chay qui va reprendre la main juste après pour vous parler de la formation ISR. Et j'aurais pu, au nom de Michel Fougère qui nous aide également dans tout ce parcours et cette formation, vous parlez aussi des formations 2019, mais je pense qu'on le fera à la fin parce que vous voulez tous voir le discours d'Hélène sur la formation ISR. Mathieu, je te laisse la main et je vous laisse Hélène. Et merci encore et merci à OFI de nous accueillir parce que nous sommes dans les locaux d'OFI. Merci à OFI Asset Management de nous accueillir, et à Hélène et Mathieu et toutes les équipes qui nous aident sur ce projet. À plus tard en fin de réunion. Merci à vous. Bien, merci Michael pour cette introduction. Effectivement, une petite heure consacrée à une formation sur l'investissement socialement responsable. Nous avions déjà eu l'occasion de faire une formation il y a quelques mois en accord avec l'AM et ROAM sur la gestion de taux d'intérêt. Donc là, le thème que va développer Hélène, qui est directrice adjointe du pôle ISR, donc l'investissement socialement responsable, va être comment mettre en place ou comment définir l'investissement socialement responsable. La présentation dure, on va dire, une vingtaine de minutes, 30 minutes. N'hésitez pas à poser des questions via l'interface. On essaiera d'y répondre, enfin, on va y répondre pendant cette présentation, soit au cours de la présentation si vous avez des questions, soit à la fin, comme vous le souhaitez. Je te laisse la parole, Hélène. Bonjour. Voilà un petit peu le programme de cette formation. Je vais d'abord vous parler des grands principes et des textes fondateurs de l'ISR. Ensuite, on va aborder un petit peu le sujet de l'analyse ESG, c'est-à-dire environnementale, sociale et de gouvernance. L'analyse TE, qui est l'analyse de transition énergétique et écologique. On dira deux mots également de l'article 173 de la loi sur la transition énergétique
Et enfin, je vous parlerai de la prise en compte des résultats de ces analyses dans les investissements. Deux mots très rapidement en fait sur OFIEM et l'ISR, c'est une vieille histoire, ça date de plus de 20 ans. Vous voyez tout un certain nombre de sigles sur la droite, je ne vous les présenterai pas en détail, c'est toute une série d'initiatives internationales de promotion de l'ISR. Le plus structurant, c'est les principes pour l'investissement responsable, les PRI, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est une initiative dans le cadre de l'ONU, signée par des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion pour promouvoir l'ISR. Donc, OFIEM est signataire depuis 2004 des PRI, donc on est noté A+. Voilà, donc ça c'est très rapidement. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et c'est un mouvement qui n'est bien sûr pas que français, mais très international. Les principes fondateurs de l'ISR, déjà, l'ISR, à la base, il y a deux logiques. Une première logique qui est l'investissement qu'on peut qualifier d'éthique, qui est l'origine historique de l'ISR, qui vient en fait des pays anglo-saxons et qui est inspiré par des valeurs morales. À la base, c'est des congrégations religieuses qui ont commencé à dire, voilà, nous, notre argent, on ne veut pas que ça serve à financer l'armement, l'alcool, le tabac, etc. Donc, c'est la base, l'origine de l'ISR. Et l'autre logique ISR, c'est celle que l'on rencontre plus en Europe et surtout en France et en Italie, en Espagne. C'est la prise en compte en fait de la manière dont les émetteurs gèrent leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement. Donc, c'est deux logiques qui sont pas du tout contradictoires l'une avec l'autre, mais ça se complète. C'est pour ça aussi qu'il y a parfois eu un peu d'ambiguïté sur ce qu'est l'ISR. La presse parlant de manière indifférente d'ISR, de gestion éthique, etc. Donc, un des objectifs de la formation de cet après-midi, c'est justement de revoir un petit peu de quoi on parle exactement. Donc on parle d'ISR, de SG, de RSE, ça fait beaucoup de sigles. Voilà, tout à fait. Donc on va rentrer tout de suite en détail. En fait, qu'est-ce que l'ISR par rapport à la RSE, par rapport à l'ESG dont vous allez entendre souvent parler? Donc la RSE, pour mémoire, c'est la responsabilité sociale des entreprises. En fait, la RSE, c'est ce que vous connaissez lorsque vous faites dans vos différentes structures votre rapport sur la manière dont la mutuelle impacte les parties prenantes, c'est-à-dire les souscripteurs, la société civile, etc. Voilà, les collaborateurs, les pouvoirs publics. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la RSE. Les critères, donc ESG, c'est le sigle qui signifie environnemental, social et de gouvernance. Et donc la prise en compte de l'analyse ESG donc constitue l'investissement socialement responsable. Donc c'est l'articulation entre tous ces sigles. Concrètement, en fait, l'ISR se base sur plusieurs textes fondateurs. Je vous en ai cité un seul aujourd'hui parce que c'est vraiment le pilier, c'est ce qu'on appelle le Pacte mondial des Nations Unies ou alors en anglais le Global Compact. C'est signé de manière volontaire par les entreprises, tout type d'entreprises, mais surtout bien sûr les grandes entreprises cotées. Et en fait, les entreprises, en signant ce pacte, donc dans le cadre des Nations Unies, s'engagent à respecter un certain nombre de droits fondamentaux. Droits de l'homme, droit du travail, respect de l'environnement et lutte contre la corruption. C'est des droits très, très basiques, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'aurait une activité qu'en France, par exemple, il n'y a absolument aucun intérêt de signer le pacte mondial. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réglementation française est beaucoup plus exigeante que ces droits fondamentaux. Ça devient très important dès qu'on a des groupes multinationaux, en fait, qui exercent donc une partie de leur activité dans des pays où les droits sont beaucoup plus légers, voire quasiment inexistants. Donc ça, c'est vraiment un des piliers de l'ISR, parce que nous, quand on analyse l'entreprise, on n'analyse pas une entreprise dans l'absolu, on l'analyse par rapport au respect de règles et de normes internationales, nationales, etc. Donc,
Tout à l'heure, je vous parlais donc de l'origine des fonds éthiques donc, au niveau de l'ISR. En fait, il y a une grande diversité effectivement de l'ISR et souvent des recoupements, c'est-à-dire plusieurs approches qui se combinent. Par exemple, donc on parlait tout à l'heure des fonds éthiques qui sont vraiment des fonds d'exclusion, donc voilà, le tabac, l'armement, les mines, etc. Vous avez des fonds thématiques qui investissent dans des opportunités, des sociétés qui agissent en faveur du développement durable, par exemple l'eau, l'énergie, le changement climatique, et ça peut être des fonds avec plusieurs thématiques. Et vous avez des fonds de sélection positive, c'est-à-dire qu'en fait, là, à ce moment-là, le fonds va sélectionner les entreprises par rapport aux meilleures pratiques du secteur. Ces trois approches-là, en fait, sont très souvent combinées, donc, mais pas toujours. Alors justement, juste un point sur ce qui est marqué en bas, qu'est-ce que c'est les fonds solidaires ou les fonds de partage? Pourquoi c'est pas l'ISR ou est-ce que c'est l'ISR quand même? Alors, ça peut être de l'ISR, mais pas forcément. En fait, donc souvent on assimile ces fonds solidaires et de partage à l'ISR. La logique n'est pas tout à fait la même. Les fonds solidaires, c'est vraiment de soutenir des actions essentiellement d'associations en investissant une petite partie, c'est-à-dire 5 à 10% des investissements vers ces associations, par exemple pour développer l'emploi. Pour leur permettre de se financer en fait. Voilà, une des plus connues, c'est France Active, donc, qui agit pour l'insertion par l'emploi. Donc, ou alors, il y a également des fonds de partage qui donnent en fait à des associations une partie des revenus générés par le fonds. Donc, les fonds solidaires peuvent être ISR, mais pas obligatoirement. D'accord. Alors, un petit focus sur l'ISR en France aujourd'hui, ce que ça représente? Voilà, là, je vais vous parler des derniers chiffres qui ont été publiés par l'AFG, donc c'est un peu décalé, c'est les chiffres à fin 2017. Vous avez sur la gauche donc les démarches suivies d'une part par les OPC, donc les fonds et les SICAV, mais également par les mandats. Vous voyez que les proportions sont sensiblement identiques sur la démarche ISR formalisée, donc en tout ça représente à peu près 9%. Il y a une autre démarche qu'on appelle démarche ESG qui est un peu plus importante en volume, ça ne fait pas tout à fait un quart des encours. Et qui est plus développé sur les mandats. Ce qu'on appelle démarche ESG, ça consiste en fait à faire une analyse environnementale, sociale et de gouvernance des émetteurs en portefeuille, mais sans avoir forcément un impact sur les investissements. C'est-à-dire en fait le processus laisse libre les personnes qui décident de la gestion de prendre en compte ou pas cette analyse. Il y a quand même encore une part importante de… C'est-à-dire que ce n'est pas contraignant en fait. C'est pas contraignant, tout à fait. C'est la grosse différence entre contrainte ISR, où là, il y a un processus qui dit, voilà, moi, telle et telle pratique, tel et tel niveau de prise en compte de l'ESG, je vais l'exclure, ou je vais interdire tout nouveau investissement. Et il y a la démarche ESG où l'analyse est faite systématiquement et les décisions de gestion sont prises en intégrant ces critères-là en complément des informations financières, mais sans que ce soit forcément contraignant. Et sur le deuxième graphique à droite, on retrouve bien ce que tu disais entre les anglo-saxons et ce qu'on trouve en Europe continentale en fait. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez les différentes approches. Donc, en France, là, on n'est que sur les encours français. En France, l'approche dominante est très largement l'approche best in class, c'est-à-dire de sélection des meilleures pratiques de chaque secteur. Mais vous voyez donc que tout ce qui est exclusion et engagement, ça représente que 1%. Les proportions sont inversées quand on prend les pays anglo-saxons, où ils sont vraiment beaucoup dans l'exclusion et dans l'engagement, mais pas dans l'engagement à la française, c'est vraiment les campagnes activistes avec campagne de presse, etc. Alors justement, au FI, comment on manie, nous, ces différents thèmes et dans la gestion et la mise en place d'une gestion d'actifs après? En fait, on combine ces thèmes. En fait, tout ce qui concerne l'exclusion est de plus en plus développé au niveau des mandats. On a vraiment beaucoup de demandes, et surtout depuis l'article 173 de la loi sur la transition énergétique dont je vous parlerai tout à l'heure. Ouais. Où vraiment ça a augmenté beaucoup l'intérêt des investisseurs pour ces sujets-là.
pourquoi? C'est pas tellement que les sujets n'étaient pas pris en compte auparavant, mais c'était pas forcément formalisé. C'est-à-dire que nous, l'immense majorité de nos investisseurs, par exemple, n'investissaient déjà pas dans le tabac. Et là, en ce moment, on voit vraiment de plus en plus de structures formaliser ces engagements-là. Les grands principes, pourquoi OFI fait de l'ISR, au fond, hein, c'est pas venu justement dans les préoccupations éthiques, non pas qu'on ait quelque chose contre l'éthique, mais chacun a sa propre éthique, et en fait, et nous, en tant que gestionnaire de fonds ouverts, en fait, on peut pas difficilement décider à la place de l'investisseur. Alors moi, c'est pas d'alcool, pas de tabac, etc. Nous, c'était vraiment la démarche de se dire, les entreprises qui intègrent les préoccupations de développement durable dans leur stratégie offrent de meilleures perspectives à long terme. Donc, une approche opportunité, mais également une approche risque, c'est-à-dire qu'en fait, la connaissance donc de l'identification des zones de risque liées aux activités des entreprises et à leurs pratiques par rapport à ces activités apporte vraiment une meilleure connaissance des entreprises. Donc, c'est vraiment un complément d'information pour nous inévitable à l'analyse financière. Voilà. Un complément à la gestion financière. Tout à fait. Et pour nous, le succès de l'ISR, c'est vraiment quand les critères ESG sont complètement intégrés dans la gestion. Il y a quelques critères, notamment de gouvernance, qui aujourd'hui sont vraiment incontournables. Et donc, à la rigueur, l'ISR a atteint sa mission lorsque ces critères deviennent banalisés à la rigueur. Alors ça, c'est justement la question, est-ce que l'ISR crée de la valeur ou continue à détruire de la valeur? On a un petit graphique, normalement, voilà. Voilà, c'est une question assez classique et assez ancienne de l'ISR. Oui, l'ISR, ça crée, ça donne des contraintes, ça pénalise la performance, ça. C'est un vieux débat. Alors là, on a pris un indice boursier hein, sur les notes des émetteurs ou des sociétés dans lesquelles on investit pour le compte de nos clients ou dans nos fonds. Voilà, et on compare sur 10 ans, donc, les émetteurs qui ont les meilleurs scores ISR et les émetteurs qui ont les pires scores ISR par rapport à l'Eurostoxx. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très constant au niveau de la progression. La différence entre les meilleurs scores et les plus mauvais scores, il n'y a pas photo sur l'analyse action. Sur les taux, c'est un petit peu plus complexe. Mais en tout cas, ce qu'on a toujours su, c'est que ça ne détruit pas de performance et au contraire, ça renseigne aussi bien mieux au niveau de l'analyse du risque et de la volatilité. D'accord. Alors justement, comment on arrive à ces scores, comment on arrive à définir des notations de société? Eh bien, on en vient justement à l'analyse ESG. Donc très rapidement, hein, je ne vais pas rentrer en détail, mais l'analyse porte en fait sur des thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les grands thèmes environnementaux, c'est le changement climatique, les ressources naturelles, tout ce qui est financement de projets, pour ce qui concerne le financement bancaire, les rejets toxiques et tout ce qui est opportunité dans les technologies vertes. Côté social, c'est le social à l'anglaise, c'est-à-dire social sociétal, hein, c'est pas simplement les relations avec les salariés, donc il y a effectivement tout ce qui concerne la partie salariée, c'est-à-dire capital humain, chaîne d'approvisionnement qui est un pan très important de l'analyse ESG parce que souvent les difficultés n'interviennent pas forcément dans le propre personnel de l'entreprise, mais dans la chaîne. On voit par exemple sur le textile où c'est là que les risques se situent. Tout ce qui concerne les produits et services, notamment la qualité, sécurité des produits. Les comportements sur les marchés qui sont un vrai sujet pour ce qui concerne le secteur bancaire. On en reparlera tout à l'heure. C'est la question d'amende ou de… Voilà, on en va en parler tout à l'heure, qui est un sujet assez crucial. Et enfin, sur la gouvernance, enfin, on regarde deux sujets, les relations et le respect des actionnaires et la qualité, le fonctionnement des conseils et des différents comités liés au conseil. Un petit aperçu, je ne vais pas détailler, mais c'est juste pour vous dire que derrière ces grandes thématiques, bien sûr, on analyse des enjeux qui sont vraiment très, très sectoriels. Donc, Oui, mais alors justement, les rejets toxiques, là, les banques, elles ont un peu rien à voir avec les questions de rejets toxiques. Tout à fait, voilà. Donc en fait, on a un set d'à peu près 32, enfin pas à peu près exactement, 32 enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et pour chaque secteur d'activité, on va regarder quels sont les enjeux les plus importants, les plus significatifs, ceux qui peuvent le plus impacter l'entreprise.
et l'impacter au regard de 4 risques. Des risques que ces enjeux font courir sur la production de l'entreprise, sur sa réputation, des risques légaux et régulation, c'est-à-dire le risque que le régulateur donne des amendes en fait, si on ne respecte pas la réglementation, ou voire interdise d'opérer dans certains cas. Et les risques de perte d'opportunités, c'est-à-dire de perte de part de marché si on ne va pas sur des opportunités, par exemple véhicules hybrides, etc. Et comment justement une institution ou enfin, les administrateurs peut se positionner vis-à-vis de ces questions? Parce que peut-être que certains pensent que les enjeux environnementaux n'ont pas d'intérêt ou n'ont pas de choses importantes dans la gestion financière, et c'est plutôt les enjeux sociaux qui ont une réelle importance dans les décisions d'investissement qu'ils doivent donner à leur genre d'actifs. Tout à fait. Alors, dans ce cas, en fait, nous, on a on est capable d'adapter le référentiel, et on l'a fait pour plusieurs investisseurs institutionnels déjà, en fonction des priorités et des préoccupations de l'investisseur. Tout à fait. Donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est le référentiel, je dirais, par défaut d'OFI qui est utilisé pour tous les OPC ouverts notamment. Et après, il y a un jeu de Lego en fonction de chaque institution. En fait. Voilà, tout à fait. Si vous nous dites, ce qui m'étonnerait, moi, la gouvernance, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, au contraire, moi, je regarde que la gouvernance et pas le reste. Ben, on peut très bien voilà, adapter et faire vraiment des focus sur les sujets qui vous intéressent. Encore une fois, comme est indiqué sur cette diapositive, les enjeux, en fait, ça sort pas du chapeau, c'est vraiment par rapport aux réglementations, donc tout ce qui est opposable aux tiers. Donc, on va retrouver ces thèmes à chaque fois, de toute façon. Chez quasiment tous les gens qui font de l'analyse ESG, on va quand même retrouver ces voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est comme une unité d'analyse sur les critères ESG, en fait. Oui, tout à fait. Ça va. Et donc là, vous avez un petit peu un exemple d'un secteur, donc parce que selon les secteurs, en fait, on va retenir entre 2 et maximum 6 enjeux clés. Donc, les enjeux qui font courir au moins 2 des risques que je viens de vous présenter à l'activité de l'entreprise. Donc là, je vous présente l'exemple des compagnies aériennes. Donc, les enjeux de gouvernement d'entreprise sont identiques pour tous les secteurs et représentent 30% exactement de la note ESG. Et les enjeux environnementaux et sociaux, donc il n'y en a que 3 qui ont été retenus, qui vous paraîtront tout de suite très évidents pour des compagnies aériennes. Les émissions carbone, c'est un enjeu vraiment très très important et la réglementation est là pour le rappeler. Les relations sociales, je ne vous citerai pas l'exemple de ce que ça a pu faire sur Air France, tout le monde l'a en tête. Sur les low cost aussi, j'imagine. Voilà, sur les low cost aussi, hein, c'est vraiment des sujets de controverse très très récurrentes. Et bien évidemment, la sécurité des produits, on ne va pas vous faire un dessin sur la compagnie aérienne, c'est assez évident. Voilà, vous voyez, c'est des analyses qui sont très centrées sur des enjeux clés. Alors, on a eu une question tout à l'heure sur le graphique qu'on a présenté sur les performances, en nous demandant est-ce que la performance de ces fonds ISR est-elle liée au long terme? Alors, une première réponse, il y a l'aspect marché. Hein, ce qu'on a présenté, c'est une performance d'un fonds action. Donc, bien évidemment, les fonds actions, ça se juge sur des périodes long terme. C'est pour ça qu'on a présenté un graphique avec une période de temps assez importante, hein, pour mettre ça en perspective sur un investissement action. Encore une fois, les investissements actions, ça se juge sur du long terme. Sur l'aspect ISR, tu peux peut-être compléter ma réponse. Oui, il y a aussi donc bien sûr le long terme, mais il y a aussi le fait que l'analyse ISR, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à l'analyse financière, on n'a pas des décennies et des centaines, plus que ça, d'historique. En fait, nous, on a 10 ans d'historique avec une méthodologie constante. Il y a 20 ans, en fait, l'analyse ISR était vraiment assez balbutiement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de matières premières, c'est-à-dire que les entreprises déclaraient très peu, donc pas de déclaration, pas d'information, les notations c'est assez difficile à établir, et puis les méthodologies elles-mêmes étaient encore en construction. Donc c'est pour ça que le cas aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que le graphique qui a été présenté démarre en 2007. Donc c'est effectivement parce que la robustesse aussi du process de notation OFI, comme a dit Hélène, remonte à une dizaine d'années. Donc ça permet d'avoir un comparable sur une durée de regard, on va dire, de suivi de la performance de ces investissements. Voilà, à partir du moment où on a établi une pondération sectorielle, on note les émetteurs à l'intérieur de chaque secteur.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit pas il y a des bons secteurs, des mauvais secteurs. Bien sûr, il y a des secteurs où il y a beaucoup plus de controverses, plus de problèmes, et ça, vous les aurez tous en tête assez facilement. L'idée, c'est d'être neutre sectoriellement, c'est-à-dire que pour chaque secteur, on regarde quelles sont les meilleures pratiques du secteur. Et les meilleures pratiques du secteur, on les catégorise avec des noms qui sont assez parlants, hein, donc leader pour les émetteurs qui ont les meilleures pratiques, impliqués, suiveurs, etc., jusqu'à sous surveillance. Sous surveillance, c'est les émetteurs qui ont des retards dans la prise en compte de leurs enjeux ESG. Là aussi, sur le marché, vous allez avoir des termes un petit peu différents. Des fois, ça va être des étoiles, des plus, des moins, etc. Le sens est assez identique, voilà. Et le nombre de catégories est assez similaire. Oui, en général, c'est quelque chose d'assez classique. Ce qu'on présente, c'est la méthodologie OFI, mais encore une fois, on va retrouver les mêmes éléments de suivi chez d'autres sociétés de gestion qui vont reprendre les mêmes éléments d'analyse et à peu près les mêmes grilles de lecture sur leurs investissements. On a un exemple justement de portefeuille. Voilà. Là, voilà, c'est vraiment un exemple d'illustration. C'est ce qu'on donne comme mesure, que ce soit un portefeuille mandat ou OPC. Toujours, bien sûr, comparé à un indice de référence, sinon, en absolu, c'est un petit peu abstrait. Voilà, je passe un peu rapidement, c'est relativement simple à comprendre. Je voulais vous parler de quelque chose qui est très important dans l'analyse ESG, c'est tout ce qui concerne les controverses. C'est pareil, le ESG, c'est effectivement des grands principes, mais c'est aussi des risques de sanctions pécuniaires, d'amendes. Alors, j'ai pris uniquement le secteur bancaire pour vous donner quelques petits chiffres. Donc, page suivante, là, on a les exemples les plus emblématiques, hein, mais vous voyez, vous les avez tous en tête, hein, mais Deutsche Bank, 7 milliards d'euros, BNP Paribas, donc c'est vrai que ça vient souvent des États-Unis quand même. Hein, Et donc, justement, ça veut dire que l'analyse est faite en amont en se disant, bah, c'est un secteur qui se comporte mal, donc il va être soumis à amende, donc je vais le sous-pondérer, ou bien certains titres se comportent de façon mal, entre guillemets, de façon structurelle, et donc je n'en veux pas dans... Il y a quand même effectivement des émetteurs qui ressortent systématiquement avec des mauvaises pratiques. Dans la liste, on a Deutsche Bank qui est vraiment celle qui continue à nous préoccuper le plus et qui d'ailleurs dans notre méthodologie d'analyse des controverses, vous voyez ici, c'est une analyse qui regarde en fait l'étendue des controverses. Est-ce que la controverse est locale ou au contraire très disséminée? Et puis la gravité, l'importance de la controverse. Et en fonction de ça, donc, on a une notation de 0 à 4. Et 4, correspond au niveau très élevé. C'est les atteintes les plus fortes au principe du pacte mondial. Donc en fait, il y a deux grilles d'analyse, deux étages d'analyse. Un premier étage, on a vu avec 5 typologies de notation, oui, avec les leaders, les impliqués et autres. Et derrière, il y a une dynamique qui permet de suivre la dérive, on va dire. Les pratiques, les mauvaises pratiques plutôt, de certains émetteurs. Donc, c'est vrai qu'un émetteur qui est sous surveillance mais qui n'a pas du tout de controverse, ça ne va pas tellement nous inquiéter. À l'inverse, un émetteur sous surveillance, c'est-à-dire qui n'affiche pas de pratique de RSE correcte et qui en plus fait l'objet de controverses récurrentes, là, on est beaucoup plus inquiet, quoi. Et alors justement, quelles sont les sources de données qui permettent de donner ces notes ou qui nous permettent de suivre ces émetteurs? Parce que ça, je pense qu'à travers la presse ou à travers des agences, on peut suivre ces controverses. Mais la première étape, c'est qu'est-ce qui permet de donner cette note et de savoir qu'un tel est plus impliqué que d'autres? Alors nous, au niveau d'OFI Asset Management, on suit à peu près 2900 émetteurs. Donc on a effectivement recours à des agences de notation et surtout une agence qui s'appelle RepRisk qui suit le risque de réputation, qui nous en fait un premier tri de tout ce qui passe dans la presse internationale, presse écrite ou internet bien sûr, les ONG, etc. Et donc nous, le travail des analystes, ça va être justement de faire le tri entre toutes ces controverses et de les catégoriser, de suivre l'historique, parce qu'une controverse, c'est justement l'intérêt, c'est de la détecter et puis de regarder les réactions de l'entreprise, et puis des fois ça dure des années, hein, le temps que ça soit réglé. Là, la dernière en date, c'était la petite du BS, quoi. Donc, ah oui, ça dure un moment. Mais voilà, voilà. Donc, et nous, c'est formalisé par deux documents au niveau d'OFI Asset Management. En fait, on génère tous les mois en fait un flash ESG d'analyse des controverses à destination des investisseurs.
En fait, on le fait toutes les semaines pour les gérants, donc voilà. Je vois qu'il y a 5 pages de controverses, donc ça veut dire… Des fois, c'est pire. D'accord. Là, c'est au mois d'août. C'est au mois d'août, c'était tranquille. Voilà, et pourtant, on essaie vraiment d'être sélectif, c'est-à-dire on ne regarde pas les chats écrasés. Ouais. J'aime beaucoup les chats, mais c'est pas le sujet. Et donc, on a aussi un site qui est interactif, en fait, qui est accessible aux gérants et aux clients sur leurs espaces dédiés, qui leur permet de voir l'historique d'une controverse par émetteur. Et de la même façon que l'analyse ESG, les fonds et les mandats reçoivent donc une analyse globale de leur niveau de controverse périodicité régulière. Je vous parlais vite fait un petit peu de l'analyse de transition énergétique et écologique. TEE, donc. Transition énergétique et écologique. En fait, c'est une partie de l'analyse ESG qui est ressortie suite à la publication de l'article de la loi sur l'article 113 de la loi sur la transition énergétique. Je vous parle encore tout à l'heure. Mais donc, on a fait… Ça, c'est post-COP21, en fait, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc, il y a eu un regain de l'intérêt de la thématique changement climatique. Et donc, on a ressorti cette analyse-là pour aller plus en profondeur sur ce thème-là. Donc, on est toujours dans l'ISR et l'ESG ou bien c'est quelque chose… Ah, c'est une partie de la… En fait, elle est déjà incluse dans l'analyse ESG. C'est dans le E, il y a la thématique changement climatique. Et là, en fait, on a une analyse plus approfondie de cette thématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs doivent se positionner par rapport à leur impact sur la transition énergétique. D'accord. Donc, c'est un outil. Donc, avec une première mesure qui est l'empreinte carbone. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, on finance des émetteurs par des actions ou par des obligations et indirectement, donc, on contribue à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on essaye de mesurer, d'après ce que déclarent les entreprises, ce qu'émet un portefeuille par rapport toujours à une indice de référence. Là, dans le cas présent. Et ça, dans les institutions, dans leur rapport RSE, elles font déjà ça Dans le rapport RSE, elles font leurs émissions par rapport à leurs activités propres, mais leur portefeuille, en fait, elles ont besoin, donc on leur mesure, sauf si l'investisseur a ses propres outils, mais en tout cas, c'est deux dimensions complémentaires, en fait. Voilà, mais pour nous, ça, c'est une mesure donc qui n'est pas forcément la mesure la plus intéressante. Nous, derrière, en fait, c'est pas de dire, voilà, tel émetteur émet beaucoup ou pas beaucoup, c'est est-ce qu'il agit beaucoup pour la transition énergétique. C'est-à-dire que, typiquement, un Engie qui émet beaucoup, mais qui développe beaucoup d'énergie renouvelable, va être beaucoup plus intéressant. Voilà. Va être plus vertueux qu'un autre. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que les émissions de gaz à effet de serre sont très, très concentrées. En fait, à peu près 90% sont émises par 30% de la capitalisation boursière. Et donc, c'est vraiment sur les secteurs d'activité. Donc, nous, on a retenu 8 secteurs d'activité les plus intenses pour focaliser notre analyse TE sur ces sujets-là. Parce qu'on ne va pas, en fait, différencier une banque et une société d'assurance sur la transition énergétique. Et alors, justement, tu parlais d'exclusion. Aujourd'hui, c'est ce thème-là qui intervient dans les portefeuilles. C'est-à-dire qu'il faut exclure les producteurs d'énergie ou bien c'est… Non, pas du tout. Donc, j'en parlais juste après, c'est un tout petit peu… compliqué. Voilà, un tout petit peu plus compliqué. Je regarde juste l'heure, oui, on a encore un petit quart d'heure. D'accord. Donc voilà, notre matrice d'analyse de transition énergétique et écologique, donc c'est uniquement sur ces 8 secteurs intenses. En fait, sont considérés comme étant des opportunités fortes, les émetteurs qui ont une intensité carbone faible et qui en plus agissent pour la transition énergétique. Et à l'inverse, les plus intenses en émissions carbone et qui en plus ne font rien pour la transition sont catégorisés en risque fort. Donc cette matrice-là, ça nous permet également de définir pour un portefeuille ou un fonds des catégories de transition énergétique. Alors vous voyez que la part de secteurs peu intenses est très très importante dans les portefeuilles. Voilà, c'est les 2 tiers du marché. Voilà, là c'est sur les exemples que je donne, c'est sur des portefeuilles obligataires, mais sur les fonds actions, c'est sensiblement identique. Voilà, et toujours par rapport à l'analyse de référence. Donc, ça permet d'identifier les zones d'opportunité, les zones de risque. Donc, ça, par exemple, c'est l'exemple d'un portefeuille d'un client d'office institutionnel comparé par rapport à l'indice de référence. Tout à fait, un indice obligataire également. D'accord, mais là, donc, il est un peu plus mauvais, entre guillemets, que l'indice de référence. C'est ça que ça veut dire? Non, il est meilleur. Il est meilleur. Il a plus, il a plus d'opportunités, il est un peu meilleur, il n'est pas très différent de l'indice. D'accord.
il y a un peu plus de sociétés à risque fort. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, sélection à risque fort, pourquoi, et sélection d'opportunités à forte également, de creuser un peu les raisons. Ça nous permet d'en venir à la fameuse loi sur la transition énergétique et écologique, qui est un sujet qui nous occupe bien, surtout à cette saison, puisqu'en fait, nous, au niveau d'OFI, on fait à peu près une vingtaine de rapports, en fait, article 173, pour diverses institutions, on fait à peu près un tiers des rapports du marché. D'accord. Voilà. Donc, on a pas mal d'expérience. En fait, je vais vous en dire 2 mots, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en 2 mots, les obligations des investisseurs, c'est des obligations de dire, pas forcément de faire. C'est-à-dire qu'en fait, l'obligation qui est faite, c'est une obligation de publier 1 fois par an la manière dont l'institution prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et le changement climatique, en fait, dans les décisions d'investissement. Donc, on revient sur les 2 thèmes qu'on a présentés précédemment. Voilà, tout à fait. L'analyse ESG, l'analyse TE, en fait. Voilà. Et tout l'objectif de ce rapport 173, c'est qu'il faut décrire la démarche, mesurer, c'est-à-dire voilà, comment on mesure, quelle est la méthodologie utilisée, etc., donner des grands résultats, et puis les actions, c'est-à-dire une fois qu'on a cette vision, que fait l'institution, que ne fait-elle pas, parce qu'on n'est pas obligé de faire, hein, encore une fois. Donc, décrire la démarche, ça peut être juste, on ne fait rien et on a décidé de rien faire. Voilà, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, ça coûte trop cher, c'est compliqué. En fonction de chaque institution. Mais bon, c'est vrai que là, c'est en plaisantant, on a Novetic chaque année, vous pouvez le trouver sur leur site, Novetic, c'est une filiale de la Caisse des dépôts, spécialisée sur tout ce qui est ISR. Ils publient chaque année une étude, un panorama de tous les rapports Article 173. Sur une centaine d'institutions auditées, ils n'en trouvent que 73 de rapports. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal d'institutions qui n'en font pas. Même si c'est une obligation légale de le publier et de le mettre à disposition. Voilà, et là on attaque la 3e année, donc. Mais il y a une contrainte, on va dire, il y a une surveillance de ça, ou c'est une pratique de marché, enfin une bonne pratique de marché, on va dire. En fait, c'est l'autorité de contrôle, donc. La CPR. Voilà, la CPR, qui va dire, qui vous n'avez pas publié votre rapport, donc il faut le faire. Tout à fait. Sachant que c'est présenté après, il y a une question de taille des institutions. Tout à fait. Les obligations sont très différentes en fonction du total de bilan. Donc, si le total de bilan est inférieur à 500 millions d'euros ou supérieur à 500 millions d'euros. En dessous de 500 millions d'euros, en fait, la démarche peut être décrite de manière très générale, en fait. Donc, c'est relativement simple. Au-delà de 500 millions d'euros, là, il faut vraiment aller dans le détail des critères, méthodologie, l'exposition au risque ESG, l'intégration. Voilà, il y a des métriques, on va dire, dès qu'on dépasse 500 millions, tandis qu'en dessous de 500 millions, c'est plus rédigé, on va dire. Voilà, c'est plus rédigé, puis même ça peut rester au niveau général d'adhésion des chartes globales, etc. Donc, voilà. Et donc, ça nous permet d'en venir en fait à l'aspect prise en compte de l'analyse dans l'investissement, parce que dans ce fameux rapport article 173, donc une fois qu'on a décrit, qu'on a mesuré, l'idée c'est quand même de dire comment on agit. Et donc, il y a plusieurs manières d'agir. Donc, je vais vous en décrire quelques-unes. Elles sont bien sûr beaucoup plus nombreuses que ça, mais quelques pistes. Je vais vous parler d'abord concernant les OPC, donc les fonds. Il y a un label ISR qui en fait garantit la qualité des processus ISR des fonds qui suivent ce label, selon 4 critères en fait très importants. Donc l'analyse ESG qui doit porter sur au moins 90% de l'encours total des fonds en permanence. La transparence du processus d'investissement, bien sûr la qualité des analyses. Le fait de publier chaque année au minimum, voire plus, des indicateurs sur la qualité ESG des portefeuilles. Et en fait, on doit obligatoirement être labellisé par une structure indépendante. Au niveau d'Office, ça a été l'AFNOR, sinon il y a RCM. Il n'y a que 2 labellisateurs sur ce label. Et enfin, le portefeuille, enfin le processus d'investissement doit éliminer au moins 20% des plus mauvaises pratiques ESG de l'univers de départ. Donc ça, c'est un label gouvernemental, on va dire, qui est tamponné par les 2 structures, donc AFNOR et AFNI. Voilà, mais ça ne concerne que les OPC ouverts au public. Donc, dès qu'on attaque le sujet des mandats, notamment, là, c'est chaque institution qui va définir ses grilles de placement. Mais alors, justement, je crois que ce label, il doit être
nécessaires pour certains fonds qui sont en épargne salariale, je crois, ou dans le cadre de la loi Pacte. Tout à fait. Dans le cadre de la loi Pacte, en fait, il faut proposer des fonds qui disposent de ce label-là. D'accord. Donc, c'est pour diriger l'épargne publique, on va dire, aussi sur ce type de placement. Donc, ce n'est pas qu'une contrainte pour les institutions, c'est aussi une façon d'orienter les placements des particuliers sur ce type de placement. Là, le régulateur va assez loin sur ce sujet. Et au niveau européen, en fait, on a aussi des choses qui se préparent, notamment je ne vais pas rentrer tellement dans le détail, mais il y a deux grands textes. Un, c'est pour déterminer au niveau européen qu'est-ce qu'on considère comme des investissements verts, parce que tout ce qui est technologie verte, bâtiment vert, etc., c'est encore assez flou aujourd'hui. Donc, il y aura une normalisation, on appelle ça la taxonomie de ces activités, et qui est quand même très importante pour nous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même les entreprises ne savent pas trop comment reporter sur ces sujets-là. Et le deuxième grand volet, je dirais, c'est l'extension au niveau européen des obligations qu'on a déjà, nous, aujourd'hui, au niveau de l'article 173. Donc, ça pour dire que ce n'est pas prêt de disparaître, au contraire, ça va s'étendre au niveau européen. Au niveau des impacts possibles sur les investissements, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on va beaucoup ressortir, c'est les exclusions thématiques, donc avec essentiellement tout ce qui concerne l'armement, l'alcool, la pornographie, le tabac, et puis les énergies fossiles qui ont eu un regain d'intérêt, pas uniquement, mais notamment via l'initiative qu'on appelle Coal Exit, qui a été relayée par les Amis de la Terre, qui est une initiative qui porte sur les producteurs d'électricité qui continuent à développer de nouvelles centrales à charbon. Il y a eu une initiative de la FFA justement sur ce sujet. Voilà, suite à ce rapport en fait qui a été publié en novembre 2017, la FFA en fait a recommandé à ses membres de suivre cette politique, donc de plus investir dans les producteurs d'électricité. Qui continuent de développer des centrales à charbon. Voilà, tout à fait. C'est 120 émetteurs, donc ça contraint pas quand même énormément l'investissement. En gros, sur les sociétés européennes, la principale, c'est RWE qui est concernée. D'accord. Voilà, ça reste quand même relativement raisonnable comme univers d'investissement. Tout à fait, comme impact. Le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est les sujets d'engagement. En fait, c'est ce qu'on appelle l'engagement, c'est tout ce qui est dialogue avec les émetteurs. Là, je vous ai cité quelques exemples, mais bien sûr, ça peut être très varié. Alors ça, c'est l'initiative d'OFI. Voilà, là, c'est l'exemple de ce qu'on a fait en 2017 sur OFI. On n'a pas encore publié notre rapport de 2018, mais la plupart des actions sont des actions de long terme. On a des actions, on cible des thématiques. Hein. Forcément, on ne peut pas aller tous azimuts. Donc, en fait, on a une action de long terme sur le respect des droits humains, sur la lutte contre le travail des enfants. On a des actions collectives, en fait, où on se regroupe avec d'autres investisseurs sur la lutte contre le changement climatique. Et enfin, on a un dialogue assez soutenu lors des assemblées générales, c'est-à-dire en fait sur tous les investissements en actions, donc tous les fonds actions votent à 100% de leurs actions détenues. Et on a un dialogue en amont de la tenue des assemblées générales pour essayer d'influer lorsqu'on n'est pas satisfait de… Alors justement, on a une question, politique d'engagement et de vote, point d'interrogation. Oui, tout à fait. Donc, la politique de vote, en fait, c'est… alors, sur les OPC, c'est quelque chose qui est obligatoire depuis fort longtemps. Et qui est disponible sur le site Internet de la société de gestion. Tout à fait. Vous avez des exemples, en fait, sur tous les sites des sociétés de gestion. Et sur les institutionnels, en fait, de plus en plus, justement, avec la loi sur la transition énergétique, ça fait partie des actions en fait que l'investisseur peut avoir sur ses investissements, c'est-à-dire la volonté d'influer sur les émetteurs. Donc, il nous demande de voter en son nom avec l'expression qu'il souhaite porter au cours de l'Assemblée générale. Tout à fait. Et sur le dialogue également, en fait, sur tel sujet, soit suite à une controverse, soit suite à des pratiques. Par exemple, Engie sort du charbon, donc on a un certain investisseur qui nous demande de vérifier que cette sortie de charbon suit bien le planning qui avait été annoncé par Engie. Donc là, et alors justement, comment on intervient nous de ce côté-là? Alors, en fait, on écrit, on téléphone et on rencontre parfois les émetteurs, souvent c'est par téléphone parce que c'est au niveau européen, sujet par sujet, donc ça se poursuit dans le temps. D'accord.
Dernier petit sujet pour conclure, c'est, vous entendrez souvent parler des objectifs du développement durable. C'est une lecture complémentaire en fait à l'analyse ESG, c'est-à-dire c'est de faire l'analyse de l'impact de l'activité des entreprises sur les objectifs du développement durable en fonction des secteurs d'activité. On a par exemple des fonds thématiques, comme vous trouvez sur le fonds économie positive, qui sélectionnent justement les entreprises qui ont des activités positives sur les objectifs du développement durable. Donc justement, on avait une question sur le développement durable ne concerne pas que la thématique écologique, mais aussi l'économique et le social. On trouve des exemples là. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a aussi des fonds avec d'autres dimensions, d'autres thématiques justement de placement? Tu as parlé d'un fonds chez OFI qui s'appelle Positive Economy. Oui, tout à fait, qui investit justement dans des entreprises qui vont agir pour l'accès à la santé, pour la protection de l'eau, donc sur le social, etc. Donc effectivement, enfin, voilà. Ça existe chez Office, ça existe effectivement sur d'autres sociétés, dans d'autres sociétés de gestion, tout à fait, sur des thématiques de vieillissement de la population. Enfin, voilà, et vous avez par exemple, si vous prenez l'objectif 9 qui est innovation et infrastructure, vous avez énormément de fonds d'infrastructure donc qui financent des installations d'énergie renouvelable par exemple. Donc ça fait partie de l'ISR. Et c'est vrai que c'est une lecture un petit peu complémentaire par rapport à celle qu'on avait de manière historique. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Merci Hélène. Alors je regarde l'écran, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a des retardataires qui souhaitent poser des questions, je n'ai pas l'impression. Non, je vais laisser Mickaël conclure sur les autres formations prévues au cours de l'année 2019. Bien, écoutez, merci de votre attention. Je laisse la place à Mickaël. Merci à Mathieu et merci à Hélène. Alors, je vais faire court. Je vous invite à consulter le catalogue. Tous les mois, nous vous envoyons un récapitulatif des formations dans lesquelles nous avons encore des places. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos correspondants formation ou de consulter en direct le catalogue. En tout cas, nous, on vous remercie au nom de l'AM et de ROAM, et puis on remercie tout particulièrement OFI Asset Management pour cette intervention que vous avez pu voir en direct et que vous retrouverez en replay. Et donc, n'hésitez pas aussi à regarder le programme des prochains webinaires. Que nous vous invitons à consulter. Merci à tous, à très bientôt. Merci.